Alors, bienvenue à cette conférence de la section Amos de l'ICM. Robert est absent, Robert Cloutier, le président, donc pour ce soir, vous pourriez m'appeler peut-être le petit Robert. Donc, je me présente, je suis Ghislain Macamou, je suis premier vice-président de la section ICM Amos. Il y a une feuille de présence qui circule, c'est important de la signer pour maintenir à jour la liste des membres, pour recevoir les invitations courriels et aussi recevoir le PDF de la présentation. Seuls les gens présents la recevront. Une boîte à l'entrée sert à recueillir vos cartes d'affaires, particulièrement pour les gens qui participent pour la première fois. La conférence est web diffusée en direct et restera disponible pour visionnement sur notre page Facebook et aussi sur celle médiatée. Je vous invite aussi à visiter notre page Facebook ICM Amos et j'en profiterai aussi pour remercier nos commanditaires, sans quoi ce serait quasi impossible d'avoir l'envergure des présentations que nous avons. En parlant de commanditaires ce soir, les consommations que vous avez reçues ce soir, c'est une commandite de Ressources Cartier, Monsieur Philippe Cloutier. Donc, comme je disais, la conférence de ce soir est donnée par M. Philippe Cloutier. Philippe est géologue, président-chef de la direction et administrateur de Ressources Cartier, détenteur d'un baccalauréat des sciences en géologie et d'un certificat en gestion des ressources humaines. M. Cloutier œuvre dans le domaine de l'exploration minière depuis plus de 30 ans. M. Cloutier a travaillé auprès de diverses entreprises œuvrant dans le domaine minier, telles que Noranda, Or Ressources et Sochem. M. Cloutier est responsable de la découverte du gisement cuivre-zinc de Bellehaleur Sud. Puis depuis septembre 2002, il est membre du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des géologues du Québec. Donc, sans plus tarder, M. Philippe Cloutier. Merci. Quelques points avant de commencer. J'ai un très long voyage d'affaires à faire en Europe la semaine prochaine, alors je vais éviter de pousser ma voix et de la moduler les intonations comme je fais d'habitude. Quelques-uns dans la salle ici me connaissent pour mon exubérance. Je vais essayer de le garder calme. Deuxième point, la présentation que vous allez voir ce soir, c'est effectivement notre présentation corporative, mais adaptée pour ce qu'on fait présentement chez Cartier. Et donc, on a tout simplement enlevé certaines slides puis inséré d'autres pour vous faire part de ce qu'on a, les activités d'exploration qu'on a présentement. Fait que ne vous attardez pas trop à les numéros de page. Ils vont être différents. Le troisième point que j'aimerais faire, c'est qu'effectivement, la découverte de Bellehaleur Sud, c'est un gisement de cuivre-zinc à Matagami qui est à plus de 1000 mètres de profondeur. Et à cette époque-là, on faisait tout de façon manuelle. On posait nos wedges manuels avec des tests acides. Ben, notre équipe, l'équipe de Cartier présentement à Val-d'Or le fait avec des équipes de forage directionnel et des gyroscopes. C'est beau à voir, puis je ne les envie pas du tout parce que c'est assez compliqué. Et le quatrième point, non le moindre, j'ai un fils qui reste ici, et mon premier petit-fils qui est né ici, puis j'ai 3 enfants qui sont nés à l'hôpital d'Amos. Alors, je me sens comme chez moi à Amos. Alors, sans plus tarder, les énoncés de perspective, je peux être mis en prison si je dis des affaires qui sont fausses. Alors, soyez indulgents. La structure du capital action. Ça, c'est une histoire qui est intéressante. Je vais débuter, puis elle va durer pendant 2-3 slides. En 2011, quand la crise s'est amorcée, on avait à peu près 3 millions d'un coffre. On savait que ça allait mal dans l'industrie et le conseil d'administration nous a demandé de proposer un plan pour passer à travers la crise. Parce qu'on ne savait pas si ça allait durer 2 ans, 4 ans, 5 ans. C'est très cyclique, l'industrie minière. Alors, on a eu un plan, mais c'est un plan quand même contre-intuitif ou non conventionnel. C'est-à-dire, notre plan, nous, comme juniors d'exploration,
c'était de continuer à dépenser de l'argent ou de l'investir pour ce qu'on pensait allait être notre futur. La majorité des juniors ont tendance à fermer les lumières, puis passer à travers la tempête, puis congédier du monde, etc. Alors, c'était quand même assez robuste comme concept, mais le conseil d'administration a dit, au moins, c'est un plan. Fait que faites-le. Puis c'était quoi le plan? Bien, le plan, c'était qu'on misait sur le fait qu'il allait avoir des juniors d'exploration qui allaient être en détresse financière et puis qu'on allait pouvoir acheter de superbes actifs à rabais. Et c'est ça qu'on a fait. On a optionné le gisement de Fenton de Sochem. On a acheté le projet Benoît de Murgore. On a acheté le projet Wilson de Viking Gold. Puis on a été très chanceux. On a pu acheter d'une vente de faillite l'ancien gisement, la mine Chimo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter en tout cas deux de ces projets-là, le projet mine Chimo et le projet Wilson. Fait qu'en rapport avec ce graphique-là, on a vivoté à 10 sous pendant plusieurs années. Et puis là, au milieu de l'année 2016, une société senior que vous connaissez, Agnico Eagle, elle aimait bien notre plan d'affaires. Excusez. Et puis, elle a décidé d'investir, oui, merci. Elle a décidé d'investir dans Cartier, devenant un actionnaire majoritaire à 19,9 %. Ils ont injecté 4,5 millions de dollars. Alors, vous pouvez comprendre que ce genre de commandite-là, de la part d'une senior, ça allait attirer d'autres regards sur notre compagnie. Et puis, on a pu financer une deuxième fois avec Paradigm, une troisième fois avec JP Morgan de Londres, et puis finalement une quatrième fois vers la fin de cette année, l'année passée, c'est-à-dire 2017. De sorte que, pour faire une longue histoire courte, on est passé d'un encaisse fin 2016 de 700 000 $, puis on était inquiets, à 16 millions, tout récemment. On est passé à une situation où est-ce que personne, ou très peu de personnes voulaient écouter notre histoire, à avoir des seniors, des compagnies minières seniors, des investisseurs institutionnels relativement sophistiqués être intéressés. Puis on est passé à une situation où est-ce qu'on n'avait pas l'espoir de pouvoir faire même des campagnes de 1000, 2000 mètres de forage, à en avoir lancé une de plus de 50 000 mètres. Et le creux nous a permis de faire beaucoup d'ingénierie, de revoir nos cibles, puis de préparer des campagnes hyper robustes. Et puis c'est ça dont je vais vous faire part. Alors, on a 176 millions d'actions en circulation, mais Agnico Eagle en détient plus de 30 millions, JP Morgan, 16 millions, les fonds institutionnels, SIDEX, Sodemec, sa caisse de dépôt, 22 millions d'actions, d'autres institutions dont je dois taire le nom, près d'une vingtaine de millions. Un groupe d'actionnaires, une demi-douzaine d'actionnaires chez Banque de Montréal, ils détiennent plus de 35 millions d'actions. Fait que si vous faites le décompte, malgré la quantité d'actions en circulation qu'on a, il y en a tout de même juste 15 % qui est ce qu'on appelle une free float. C'est relativement difficile d'essayer d'attaquer l'action de Cartier puis d'en acheter beaucoup au marché sans disloquer le prix. On en est quand même très fiers. Et comme je vous disais, on a 16 millions d'un coffre. Le fait qu'on concentre tous nos efforts en Abitibi et non pas dans l'Arctique, ça favorise encore beaucoup plus de forage pour beaucoup moins de sous. Bon, là, je vais vous introduire un concept que moi, j'aime beaucoup. D'accord? Le point que vous voyez ici, c'est la mine Éléonore. Découverte 2002-2003, mise en valeur partielle par Virginia jusqu'en 2006, prise de contrôle par Goldcorp en 2006, première coulée d'once en 2016. Vous voyez, 2002 à 2016, 14 ans, pour faire une découverte, l'amener jusqu'en production, puis je vais m'hasarder à dire que c'est 2 à 3 milliards de dépenses. Oui, les actionnaires de Virginia ont passé à la caisse. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même eu beaucoup de juniors d'actifs, puis juste très récemment, il y a eu des découvertes annoncées. D'accord?
Fait que c'est ce qu'on appelle, le terme anglais, c'est frontier exploration. C'est le Wild West. Ça coûte plus cher, c'est loin. Pas beaucoup de joueurs s'aventurent là parce que ça coûte plus cher, puis les bases de données sont moins robustes que celles de l'Abitibi. Tous les autres points rouges ici que vous voyez, ça c'est l'Abitibi, hein, ça c'est Val-d'Or, Amos est ici, Rouen, bon. Tous les autres points rouges, je n'ai pas besoin de les nommer, sont énumérés ici. Detour, Casa-Berardi, Brace-Mac, Langlois, Bachelor, Westwood, La Ronde, Profond, Lapa, Canadienne, Malartic, Gaudex, Lac-Herbin, etc. Bien, ils ont tous un point en commun. Pas un a été découvert en 2002. C'était toutes des anciennes découvertes qui avaient été tablettées pour toutes sortes de raisons. Un prix du métal non favorable, une compagnie qui avait changé de stratégie corporative à déménage. On appelle ça des projets Renaissance, Renaissance Exploration. D'accord? Puis, jadis, il y a 15-20 ans, il y a juste une chose qui pouvait faire que ta roche devenait du minerai, c'était une hausse du prix du métal. Le prix du métal montait, ta roche devenait du minerai. Le prix du métal descendait, ton minerai devenait de la roche. La mine fermait. C'est plus vrai maintenant. Un deuxième élément fait qu'une roche devient du minerai, c'est des avancées technologiques, des améliorations du mining, etc. Fait que ça devient très intéressant pour une région comme l'Abitibi. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a ancré notre modèle d'affaires. Nous, on s'est dit, bien, c'est intéressant parce que ici, dans ces points rouges-là, il y en a eu pour tout le monde. Des petites juniors, des petits gisements à haute teneur, des gros gisements à petite teneur. C'est des grosses compagnies qui les ont décollées, des tout petites compagnies. Il y en a eu pour tout le monde. C'est vraiment un écosystème qui est vraiment favorable et profitable. C'est là-dedans qu'on s'est lancé. Puis c'est pour ça qu'on s'est attardé à acheter des gisements ou des gîtes qui étaient connus, dont le risque pour découvrir était éliminé. Puis tout ce qu'on avait à faire, c'est d'essayer d'explorer l'extension, le potentiel d'exploration de ce gisement-là en profondeur ou latéral. D'accord? Ça a l'avantage d'optimiser l'argent que tu investis. Alors ça, c'est un deuxième concept que dont je voulais vous faire part. Fait que là, on en est rendu en Abitibi. On voit le camp de Chibougamau, le camp de Matagami, Amos, Val-d'Or, Rouen. Les triangles jaunes, c'est les projets de quartier. Les projets en bleu, c'est les projets qui sont en vogue. Je ne suis pas ici pour faire la publicité, mais on reconnaît le projet Windfall. On reconnaît le projet d'Integra qui a été pris par Eldorado, Falco à Rouen, Croix-Nord de Monarch. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chimo et de Wilson. Et on est présent dans ce que je dirais deux bandes d'intérêt, c'est-à-dire le camp minier de Val-d'Or et puis le nouveau secteur d'intérêt ou le district minier qu'on appelle d'Osisco. On va aller à la prochaine slide. Ça, c'est tiré de la présentation corporative de Osisco. Tout ce qui est en orange, c'est à Osisco. Tous les petits points jaunes que vous voyez ici, c'est des indices ou des gîtes identifiés dans la base de données du ministère. Évidemment, on va revenir une slide. La taille de la position de terrain que Osisco a pris, c'est littéralement la distance entre Val-d'Or et Rouen. C'est une rupture dans la façon de prendre le nombre de titres. Fait qu'il contrôle énormément. Si on retourne à cette slide-là, évidemment, le gisement de Windfall est ici. Et puis là, mais ils ont convenu, ils proposent de construire un moulin ici. Chez Cartier, on trouve ça super. Parce qu'un de ces projets, après Chimo, c'est Wilson. Je vais le présenter en détail tantôt. Alors, c'est fantastique parce que la ligne du plan Nord, elle passe à peu près ici. Fait que j'imagine que M. Rosen, quand il se pointe à Québec, il dit « Bonjour, je m'appelle M. Plan Nord » en serrant la main de Philippe Pouillard, puis tout va bien parce que ça amène beaucoup de subventions et tout. Puis c'est une bonne idée de construire un moulin là parce que ça a plus d'allure de d'amener du minerai de là, à côté d'une ville, puis de revitaliser la ville économiquement, que de charrier du monde pendant 1h30 sur la route. Puis en plus, si on regarde, il est bien localisé. Il est comme, c'est
c'est un centre de gravité d'un paquet de gisements autour de ça. Je vais y revenir. Rapidement, c'est notre plan d'affaires pour la prochaine année. Les dates vont varier un peu, mais sur Chimo, on va compléter 20 000 mètres sur ceux qui étaient amorcés en 2017. On va aussi retourner sur le projet Wilson. Ça va être les 2 projets essentiellement qu'on va travailler cette année. On est relativement confiant à date qu'on va revenir faire une 2e phase sur Chimo. Et puis, bien entendu, le projet Fenton, qui est en partenariat avec SOCEM, ben, on est encore en train d'attendre des résultats. On va être à 50% bientôt. Et puis, c'est uniquement des sessions de travail avec eux qui vont pouvoir déterminer l'ampleur ou si on va faire une autre campagne en 2018 ou si ça va être reporté en 2019. Bon. Sautons dans le vif du sujet. La mine Chimo. Rapidement, la mine Chimo n'a pas cessé production en 1997 par manque de minerais. Elle a arrêté de produire parce que le prix de l'or était rendu à 275 $ US. C'est plate, mais c'est ça. Cambiard n'a pas juste fermé ce gisement-là. À l'époque, ils en ont fermé 3 autres. Puis, ça s'est rentré dans les jambes de plusieurs compagnies minières. C'est une mine qui est opérée par 3 fois, à 3 périodes distinctes. Chimo Gold Mines dans les années 60. Ensuite, Louvem dans les années 80. Louvem a vendu son gîte, son gisement à Cambiard. Cambiard a continué à miner, puis ils ont fait une découverte en profondeur que je vais vous montrer. Il y a un puits qui descend à 920 mètres. Le dernier chantier miné est jusqu'à 870. Cambiard avait identifié que le minerai se poursuivait à plus de 1200 mètres de profondeur. Nous, ce qu'on a fait en achetant le gisement de banqueroute, c'est qu'on a investi pas mal de temps à rebâtir un modèle tridimensionnel à partir des 4000 trous de forage, 60 000 analyses. Et puis, on a, à partir de ce moment-là, élaboré une campagne de forage. La campagne de forage en cours, c'est plus de 44 forages qui vont tester 24 zones aurifères connues. C'est des zones qui avaient été découvertes par Cambiard et ou exploitées par Cambiard. Puis, on s'en va juste explorer l'extension, chose qu'ils n'ont pas pu faire ou qui se sont empêchés de faire. C'est ce qu'on appelle du développement durable. Il en laisse pour les générations futures. Fait que les 44 forages, non seulement ils vont tester l'extension de ces 24 zones aurifères, mais ils vont les tester à l'intérieur de 18 structures aurifères connues ou délimitées par leur compilation et la nôtre. Et donc, ils vont percer à plus de 177 fois les extensions de ces zones aurifères-là connues et jusqu'à 281 fois des structures aurifères telles qu'interprétées pour l'instant. Et le point peut révéler une nouvelle découverte. Alors, vous voyez ici, si vous visitez nos bureaux, on a fait une maquette styrofoam, un peu comme les architectes font quand ils élaborent des grands complexes immobiliers. Et un peu plus bas ici, vous voyez une prise d'écran du modèle 3D de la mine Chimo. On voit les stopes, on voit le shaft et les drifts. Prochaine diapo. OK. La mine Chimo, elle se situe ici, à l'extrémité est de l'affaire Cadillac. Vous voyez que tout le long de la Cadillac, on est arrêté ici. C'est une espèce de longitudinal schématique. On voit le camp de Cadillac. On voit la mine Goldex ici. Ce qu'on a voulu illustrer, c'est que la majorité des mines en Abitibi, un de leurs premiers vecteurs potentiels, c'est un vecteur de plongée en profondeur. D'accord? C'est simple. À la ronde, ça descend à plus de 3000 mètres. À Chimo, les opérations ont cessé à 870 mètres. Encore une fois, pas par manque de minerais, mais parce que le prix de l'or n'était pas au rendez-vous. En fait, la décision d'arrêter d'exploiter était quand même pas mauvaise, parce que le prix de l'or ne s'est pas remis à remonter avant 2002.
Et puis déjà, là-dessus, ils étaient rendus ailleurs. Ils avaient commencé à démanteler les installations de surface. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement explorer en profondeur ici et latéralement, ainsi qu'en profondeur des zones latérales connues. Arrêtez-moi à n'importe quel moment, ça va même me permettre de m'hydrater un peu. Je la connais sur le bout de mes doigts, la présentation, fait que... Prochaine slide, on va revenir un peu. Là, les prochaines diapos, ça va être uniquement ici, d'accord? Prochaine diapo, vue à vol d'oiseau de la mine Chaimo. C'est des carrés de 100 mètres. Ça, c'est la localisation du puits. Il y a effectivement 3 couloirs de cisaillement d'à peu près 150 à 250 mètres de large. C'est effectivement les 3 branches de l'affaire Cadillac. L'affaire Cadillac devient une branche, des fois c'est 2, des fois c'est 3. Ça longe la 117 tout le long. Et puis, ce qu'on voit en noir, c'est les parties du gisement qui ont été exploitées, puis en rouge, ce qui avait été partiellement ou totalement délimité par Cambiard pour futur minage, mais qui a été laissé là. La prochaine diapo, ça va être une tranche où est-ce qu'on va regarder verticalement, puis on va la regarder d'est en ouest. D'accord? Alors, les mêmes 3 corridors, le nord, le central et le sud. On voit le puits qui descend ici. On voit en noir, même code couleur, les stopes, les chantiers qui ont été exploités. D'accord? Et puis, on voit en rouge les zones qui avaient été partiellement délimitées. Et puis, dans certains cas, il y avait forêt aux 5 mètres. Fait qu'aujourd'hui, on pourrait commencer à constituer une ressource mesurée, mais on n'en est pas encore là chez Cartier. Afin de caractériser les 3 couloirs, on va se balader dans l'histoire de la mine. Ici, la zone 1, c'était des formations de fer d'un sédiment très riche, jusqu'à 2 onces la tonne, d'accord, sur des chantiers très minces. C'était ça la mine originale des années 60. Fait qu'on va appeler ça la mine numéro 1. Après ça, l'OUVEM est arrivé dans les années 80 et ils ont commencé à miner les zones 3 et les zones 4, qui sont, dans le fond, le contact cisaillé des sédiments qui sont au nord avec les basaltes qui sont au sud avec des formations de fer. Et il y a une diorite là-dedans. On ne rentrera pas tout dans les détails, mais en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la mine 2. Bien, dans les années 80, j'imagine que rendu à 500-600 mètres, ça commençait à être profond. Ils ont quand même fait des trous vers le sud, puis ils ont découvert le haut de ce qu'on va appeler la zone 5 dans le cisaillement central. Fait que la deuxième mine, c'était ça ici et ça. Fait que là, cet amas-là, on va appeler ça mine numéro 2. Cambiard achète le projet pour 8 millions de dollars, qui est pas mal plus que ce que nous, on a payé. On a payé 261 000 dollars pour le projet. Ça, c'est moins que le prix d'une maison. Et je vous prie de me croire, on est assez confiant pour qu'on va réussir à valoriser ça généreusement. Alors, Cambiard, il achète ça et ils se mettent à découvrir, puis on voit que ça commence à s'évaser en profondeur, puis on voit les teneurs. Ici, on voit aussi les teneurs, du 5 grammes sur 5 mètres, du 10 grammes sur 3 mètres, du 6 grammes sur 11 mètres. C'est le type de teneur qu'on va voir à Chaimo. Mais là encore, en profondeur, les zones occupaient beaucoup plus large, et puis encore là, Cambiard, à partir des galeries ici, avait foré vers le sud, puis avait trouvé d'autres minéralisations à faire au sud. D'accord? Et à partir des galeries en bas ici, il avait fait aussi des forages, puis il avait encore démontré que les zones qu'il avait découvertes en surface, dans le 3e couloir au sud, se poursuivaient. Et est arrivé ce qui est arrivé. Puis ça, ben, c'était juste en 94-95 qu'ils ont fait ça. Là. En 97, janvier 97, ils ferment la mine. Fait qu'ils n'ont pas pu vraiment exploiter l'aventure en profondeur, ni dans le couloir sud, puis encore moins latéralement. Là, la 3e diapo ici, c'est qu'on va regarder
on va regarder un plan qui est vertical, une tranche verticale à travers l'écran, puis on va la regarder du sud vers le nord. En fait, et je vous encourage à le faire, on a pris notre courage à deux mains, on a déconstruit le modèle 3 dimensions, on a utilisé une firme, Balbuzard à Rouen, pour nous confectionner un petit modèle 3D, une animation 3D de la campagne de forage qu'on allait entreprendre agressivement. Et puis, si vous allez sur notre site web, vous cliquez sur un lien, ça dure 4 minutes. Et puis, la raison que je vous dis ça, c'est qu'à un moment donné, on va sortir un communiqué de presse. Et puis, l'investisseur dit, OK, Phil, je ne suis pas géologue, je n'arrive pas à m'orienter. Où est-ce que je suis? Ben, moi, j'ai la capacité de vous dire, ben, allez en bas, là, à 2 minutes 7, le point bleu que tu vois là, le deuxième, ben, les résultats, c'est ce point bleu-là. D'accord? Fait que ça aide à situer le monde parce qu'on a quand même un projet qui a 3 corridors minéralisés sur à peu près 800 mètres de large, sur 2 km de long. Puis, on a 44 forages qui vont percer, comme je vous ai dit tantôt, au-dessus de 177 fois. Si on ne fait pas attention à la façon qu'on prend nos investisseurs puis l'auditoire par la main, ça peut devenir assez confus à un moment donné. Parce qu'il y a... On va reculer. Les trous partent du nord, ici, puis ils fortent vers le sud. Fait qu'évidemment, à chaque trou, on intersecte la 1, la 2, la 3, la 4, la 5B, la 5M, la 5M. Puis bon, ça peut devenir quelqu'un qui ne suit pas à pas. Il n'y a pas de vue. On va revenir ici. Bon, fait que je vous encourage à aller voir la vidéo. Moi, je le trouve très plaisant. Et puis, dans le fond, il explique qu'on a les 4 foreuses sont en opération. Il y en a 2 qui vont forer des extensions latérales de structure, d'accord? Et puis à des profondeurs variant entre 3 et 500-600 mètres. Tandis qu'il y a 2 autres machines qui sont à l'œuvre, puis viennent vraiment puncher des trous ici en profondeur. Bon, c'est de ça que je vais vous parler surtout à soir, parce que c'est quand même on a fait venir une équipe de Sudbury, du Directional Drilling, qu'on appelle Devico, sont à l'œuvre sur le terrain en même temps que notre contracteur de forage Orbit. Fait que les prochaines diapos, c'est la nouveauté. Ce n'est pas de l'information privilégiée parce que nos actionnaires le voient, mais fait que ce qu'on est en train de faire, ça c'est la même diapo que tantôt, là, mais le plan d'ingénierie tout simplement mis à l'écran. Alors, en noir, ça a été exploité. En rouge, ça a été partiellement, totalement délimité par Cambiard à l'époque, pour, j'imagine, être miné. Il avait fait aussi une découverte là et une découverte là. Notre travail à nous, c'était de venir fort en dessous. Dans le cas ici, on a déterminé que la zone se poursuit. On va repositionner des trous. Ici, on a frappé la structure moins riche, mais on va quand même mettre des trous pour voir si on n'a pas à faire une situation où est-ce qu'on avait une poche de vide. Bon, en très grande profondeur, on vient planter, si on veut, une branche qu'on appelle le trou pilote. Une fois que ce trou pilote-là est fait, afin d'avoir à refaire tout le forage sur à peu près 1000 mètres, on vient poser un bouchon dans le trou, on ferme le bas du trou, on positionne un coin, puis avec les moteurs de Devico Directional Drilling, on peut l'envoyer où ce qu'on veut. Un peu comme ceux qui font du curling, là, ils balayent à gauche, balayent à droite. C'est très dispendieux. Très, très, très dispendieux, mais ça nous permet d'envoyer le trou exactement ce qu'on veut. Parce qu'on s'est aperçu qu'à la mine même, les veines, la veine peut être massive et continue sur 200 mètres. Par contre, tu as une poche qui va titrer 30-40 grammes sur 6-7 mètres de large. Tu fais 15 pieds. Puis là, la même veine, la même altération, avec les mêmes grains de sulfure. Puis là, ta veine, elle tombe à 2 grammes. Fait que si tu arrives et tu as investi 250 000 $ pour mettre un trou en profondeur, et puis tu arrêtes ça là,
parce que mettons que tu n'as pas frappé, ben tu n'auras pas toute ton histoire. Fait qu'avec le forage directionnel, on s'en vient faire des branches. Puis dans le plan vertical que vous voyez là, ben vous avez le trou pilote, la branche 1, la branche 2, la branche 3. Le deuxième trou pilote, la branche 1, la branche 2, la branche 3. Sur certains de ces trous pilotes-là, avant de remonter trop dans le trou, on fait juste reculer, on envoie une branche à droite, une branche à gauche, uniquement pour se départir du trou d'à peu près 15-20 mètres. C'est un échantillonnage ponctuel pour résoudre ou répondre à la question qu'on voit à l'ancienne mine Chimo, c'est-à-dire qu'il y a un effet pépite, qu'il y a une très haute variabilité. La prochaine diapo, ben, c'est tout simplement une autre vue de ça. C'est une section, fait que vous voyez le trou qui s'en vient du nord vers le sud. On voit toutes les zones, les 1, la 2, la 3, sont toutes numérotées ici. On voit le tapon, si on voit l'essaim de veine, ce qu'on appelle les zones 5 ici, qui ont été intersectées en haut par Cambiard. On vient de faire notre trou maître. Après ça, on va faire notre branche ici, notre autre branche là, notre autre branche là. Je vais répondre tout de suite à la question que d'habitude on nous pose. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas le trou le plus profond en premier, puis après ça, vous ne relevez pas, c'est un petit peu plus facile. Effectivement, mais on ne pouvait pas avoir confirmation du contracteur avant janvier 2018, alors qu'on était prêt à faire des trous pilotes en 2017. Et c'était moins casse-gueule pour nous de faire un trou pilote plus haut que d'essayer d'en faire un plus bas. Et chose qui est assez bizarre, c'est que la roche ici à Chimo, elle ne se comporte pas du tout comme les autres roches que j'ai vues en Abitibi. Normalement, une slice au golf, tu as toujours la même slice, les trous t'éparent, puis il lève, puis il vire en montant à droite. Ben, à Chimo, c'est le contraire. Il pique, puis il descend. Puis quand il change la roche bleue à la roche verte, ben là, il décide qu'ils ont un autre comportement. Alors, on ne voulait pas trop jouer avec ça. Puis, fait que ce que vous voyez ici, c'est bon. Ici, vous voyez les branches, la première branche. Puis ça, ce bord-là de l'écran, c'est éclaté de ça. On voit plus le détail. Fait que vous voyez dans les trous, on les intersecte les zones, on attend les résultats. Et puis, on va faire l'autre branche. Et ensuite là. Fait que la drill, elle ne bouge pas pendant 4-5 mois. Puis, elle va produire. On va le faire ensemble, là. Dans la zone d'intérêt, 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de percée par trou. Et on va faire 1, 2, 3, 4 branches. Puis à chaque branche, on va faire, c'est 4 fois 3, 12, fois 5. Fait que chaque trou va produire énormément d'intersections aurifères. Oui. Hors une branche, tu pars à quel degré? Il doit y avoir une limite? Effectivement. Tu dois répéter la question. Ghislain demande, quand on part une branche, on la part à quel degré? Normalement, il ne faut jamais partir, il faut éviter de partir des trous qui sont plus à pic que 85 degrés. Parce que le trou va virer énormément sur lui-même. Mais ici, les trous sont tous entre 65 et 75 degrés à l'endroit où on met les wedges. Fait que les opérateurs n'ont absolument aucun problème. Puis surtout les opérateurs de Devico, là, ils sont capables de virer le trou sur un 10 sous. Là. Franchement, ça coûte cher. Mais si tu essayais de faire ça conventionnellement, à poser des wedges toi-même, là, ça coûterait... ça te coûterait du temps, puis tu ne réussirais pas à être aussi précis qu'eux autres. Les carottes sont passées en conséquence? Bien, quand il travaille, lui, on n'a pas de carottes. Mais on s'arrange pour vouloir virer le trou, puis faire nos opérations de déviation dans une section qui n'est pas minéralisée, puis qui est sans valeur économique. Et puis finalement, ben là, vous avez le premier trou pilote, le 46 qui est à votre gauche, puis le 47 qui est à votre droite. Fait que, oui, à l'écran puis sur papier, là, ça ressemble à un plat de nouilles. Vraiment des spaghettis dans tous les sens. Mais chaque trou est arpenté avec un gyroscope en continu. Pendant qu'on fort, puis après. Fait que, évidemment, parce que là, tu colmates le fond du trou pour aller faire une autre branche. Fait que
tu ne pourras plus jamais retourner dans ce que tu as laissé dans le fond, là. Fait que c'est très important de faire tout l'arpentage du trou avec gyroscopie, du collet jusqu'en bas. Fait que pour nous, le jargon d'un promoteur, c'est que Chimo, c'est non seulement un projet qui a la capacité de bien récompenser nos actionnaires à très faible coût, mais ça va concentrer énormément de communiqués de presse. Ça va être une machine à communiquer de presse, si vous voulez, tout au long de 2018. Je vous encourage à aller voir la vidéo pour ensuite que le flux de nouvelles ait du sens quand vous allez les lire. Puis on aimerait encourager notre contracteur, notre laboratoire à essayer de nous produire des résultats de plus en plus vite. Technilab sont en salle à soir. Bon, le deuxième projet, le projet Wilson. Le projet Wilson a été découvert, il est situé ici, à 15 km de Lebel-sur-Quivillon. Il n'est vraiment pas loin, il est juste au bord du lac. Puis le fameux moulin qu'il propose est là. Dans les années 30 et 40, il y a eu de la prospection, il y a eu des découvertes à surface. Et puis, Mac Watson de Free West dans les années 90, de 92 jusqu'à 96, il s'est fait une poussée d'exploration dans le coin de Chapet, Chibougamau et Quivillon. Et puis, il a mis à jour plusieurs indices très robustes, comme vous allez voir. En 2010-11, il optionne ça à Viking Gold. Viking Gold, n'ayant pas les moyens de se financer, ils n'ont pas pu avancer le projet. Et en réalité, à un moment donné, quelqu'un m'a demandé, on dit, Philippe, comment tu as fait pour acheter ce projet-là pour 42 000 $? C'est que des fois, tu lis des rapports géologiques, d'autres fois, tu lis des états financiers. Puis dans les états financiers, c'était clair que s'ils ne payaient pas leur comptable, il allait être ce qu'on appelle en anglais delinquent filer. Et puis ça allait être un gros problème pour eux. Fait qu'on a offert 42 000 $. On a eu 100% du projet. Et puis, le reste, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Free West, à l'époque, c'est des ressources historiques, fait que nous, on ne se porte pas garant de leurs travaux. Il y avait quand même délimité une petite poche rapportée d'à peu près 50 000 onces. Évidemment, ça, ce n'est pas un chiffre qu'on considère fiable. Il faut refaire tout le travail. Mais quand on arrive sur le projet, les gens de Cisco, quand s'ils veulent prendre une petite pause pipi là, avant d'aller à leur projet, ils ont ça d'en face. À la surface, ce que vous voyez, c'est des bandes de roches rouillées, minéralisées en pyrite, silice, il y a de l'altération en séricite. Et là, vous voyez, comme pour taille, ici, comme étalon spatial, vous voyez l'individu ici, vous voyez aussi une canisse de gaz. Regardez-la comme il faut, parce que où est-ce qu'était la canisse, vous voyez cet échantillon-là, c'est à ça que ça ressemble la minéralisation. C'est fortement minéralisé, silice, pyrite, et vous voyez l'or natif ici. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est quand vous voyez des G ici, c'est des grab samples, c'est des échantillons cassés sur un affleurement. Fait que c'est à la surface. C'est exploitable à la surface, oui, mais c'est un grab sample. Les C, c'est des channels, c'est des échantillons en rainure. Donc, encore une fois, ça a été pris sur un affleurement. Et les D, c'est des trous de forage. Donc, c'est en profondeur. Et ça se peut qu'il y ait ou pas de l'affleurement, mais c'est clairement en profondeur. Fait que, remarquez ici, 750 grammes par tonne, un échantillon. C'était possiblement l'échantillon qu'on a pris comme témoin. On l'a répété, la valeur d'ailleurs. En rainure, on a du 21 grammes sur 5 mètres. C'est la largeur de la pièce à quasiment 3/4 d'once. Et puis, en forage, on obtient des 33 grammes sur 3 mètres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre géologue a recompilé les données, puis on obtient des intersections de 2 grammes sur des quarantaines de mètres. Fait qu'il y a aussi un potentiel de plus faible teneur sur plus large. Ce qui est très intéressant, c'est quand on a produit cette carte-là d'une distribution des anomalies géophysiques, ça a tout été fait avec la PP conventionnelle,
avec une pénétration d'investigation d'à peu près 50-75 mètres. On voyait un large couloir d'à peu près 800 mètres de large sur à peu près 2 km. Et c'est une chose de dire que ce qui est là, tu peux l'étendre à 2 km sur la base de géophysique, de données indirectes. Mais en réalité, c'est pour ça que je vous ai attiré l'attention sur les G puis les C. À l'autre extrémité ici, on retrouve encore des échantillons pris en surface. Et effectivement, c'est très similaire. Fait qu'on a un système qui semble continu, qui semble assez robuste pour produire de l'or un peu partout. Et puis nous, la première chose qu'on a faite, c'est de compiler des données. Puis l'année passée, on est allé faire une fenêtre de forage ici. Et puis c'est là qu'on a découvert des choses qui sont quand même assez spéciales. On a fait nos forages du nord-ouest vers le sud-ouest pour investiguer le plan, surtout le plan de ce qu'on appelle le gîte Toussaint. D'accord? Et puis là, on a découvert quelque chose. Ça, c'est la fameuse affleurement que vous avez vue ici tantôt. Elle est ici. D'accord? Là, on a découvert, puis on forait uniquement ce plan-là. Nos trous de forage partaient de là, puis elle forait en profondeur pour aller venir investiguer ici, parce qu'on se disait que la plongée était verticale. Vers la fin de la campagne, on s'est aperçu que non, la plongée n'est pas verticale. La plongée elle est vers l'ouest, vers le sud-ouest. Et puis, il y a une raison pour ça. C'est-à-dire, le long de ces plans minéralisés-là, il semble y avoir des cassures d'orientation nord-sud qui concentrent l'or. Le fameux grain d'or, vous avez vu, où les poches plus riches sont à l'intersection des structures qui sont est-nord-est et nord-sud. Bon, c'est une belle révélation. On aurait pu forer pendant de nombreuses années puis pas s'en apercevoir. On s'en est aperçu dès la première campagne. Et on retourne cette année refaire une campagne le long de cette plongée-là qu'on devine maintenant. Et on va possiblement aller sur les cisaillements qui sont parallèles au nord et au sud, le long de ces cassures-là. Vous voyez les ellipses mauves que j'ai ici, là? Puis on va cibler spécifiquement ces endroits-là. Parce que si je reviens sur mon plan, ce qu'on s'est aperçu en réalité en forant du nord vers le sud, c'est qu'on a plusieurs de ces corridors-là qui sont de 3 à 10, 14 mètres de large et variablement minéralisés. Et c'est ça qui fait qu'on a une signature géophysique qui est si diffuse et large. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la géophysique nous permet de dire que le système va être continu, mais il n'arrive pas à nous préciser des cibles de forage. Fait que d'un côté, il est bon pour dire, OK, t'es dans le bon camp, mais d'un autre côté, tu ne peux pas vraiment t'en servir pour arriver avec une cible de forage précise. Bon, un mot assez rapide sur le projet Fenton, dont on vient de sortir des résultats. C'est un projet qui est en coparticipation avec SOCEM. C'est un gîte aurifère dont ça donne que le calcul de ressources historiques, l'estimation de ressources historiques a été faite par un monsieur qui est assis juste là en arrière. Il est tout à fait beau. Regardez, il s'appelle Denis Chénard. Il a fait ça dans les années 90 ou 2000. En 2000, Denis. Encore là, c'est pas que Denis n'est pas fiable. C'est que nous, chez Cartier, on se permet de répéter le chiffre qui est historique, mais on se doit de refaire le travail pour produire quelque chose qui est à jour 2018. Alors avec SOCEM, ce qu'on a fait, vous pouvez voir l'affleurement ici. C'est un affleurement de basalte. Et puis la zone minéralisée, c'est toute cette roche rouillée-là. Et encore une fois, on a produit une carte. Vous voyez les teneurs. On a du 9,9 grammes sur 13 mètres, du 6 grammes sur 16 mètres. Et ça, c'est tous les pointes percées qui ont frappé en rouge. Ça développe des crayons assez cylindriques qui descendent
jusqu'à 200-300 mètres. Et puis avec SOCEM, le panneau qu'on visait, c'était ici. Il y a à peu près 2 semaines, on a juste pu sortir un trou de forage à date. Avec SOCEM, tant aussi longtemps qu'on n'a pas les résultats complets d'un sondage, on ne publie rien. Et c'est SOCEM qui fait la première volée de contrôle de qualité sur les données. Alors, on attend encore des résultats de ce projet-là. Il reste 12 trous sur les 13 qu'on a forés dans le panneau ici. Alors, j'espère que je vous ai démontré que chez Cartier, on s'était donné un plan, une stratégie il y a plusieurs années, d'acquérir des gîtes dont on croyait fermement que le potentiel en profondeur et latéral, il y avait encore d'espoir et du potentiel. On a développé des campagnes robustes et puis, ben, ça semble avoir été reconnu par une société senior locale, Agnico. Non seulement on a une relation, une très bonne relation avec eux autres, on échange des idées, on fait des brainstorming avec, surtout pour le projet de Chaimo, mais ils ont continué à investir en nous. C'est-à-dire, quand il y a eu les financements subséquents, ils auraient pu se laisser diluer, mais non, ils ont rembarqué. Alors, écoutez, il n'y a pas beaucoup de juniors qui ont autant de cash présentement, puis des projets de ce calibre-là. Alors, je vous encourage à nous suivre via notre page Facebook, LinkedIn, puis nos communiqués de presse et notre site web. Et puis, je suis confiant qu'on va vous apporter de très bonnes nouvelles tout au long de l'année 2018. Merci beaucoup. Ah oui, bien sûr, des questions. Si vous avez des questions dans la salle, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes trop gêné, envoyez-moi par courriel, je vais vous répondre. S'il y en a qui ont des questions qui ont survenu lors de la web diffusion sur le site web, bon, le monde était trop gêné. Les Canadiens jouent contre Predator ce soir, c'est ça? Non? Fait que je me suis respecté, j'ai pas poussé ma voix parce que malheureusement, j'ai une voix qui est basse, puis quand je la pousse trop, ben ça scrape mon voyage d'affaires la semaine d'après. Mais c'était... Quoi, vous n'avez pas de questions parce que c'était trop clair? Ou vous n'avez pas de questions parce que vous en foutez royalement? Ça va? Oui? Chaque fois que vous avez acquéri une nouvelle compagnie, naturellement, vous avez acquéri toutes les données, mais y en a-t-il des données que vous n'avez jamais informatisées? Certains sites que vous êtes en train de faire. Oui, la question est qu'à chaque fois qu'on acquérait un projet ou une compagnie, est-ce qu'on a pu digitaliser ou faire la collecte de données totale de tous ces projets-là? La réponse est oui, dans une large mesure. Sur le projet Benoît, la carotte avait été détruite. Sur le projet Fenton, toute la carotte historique a été conservée. Sur le projet Chaimo, la carotte a été complètement détruite, c'est-à-dire on n'a pas accès à l'ancienne carotte, mais on a accès à toutes les données techniques, les plans de mines, les logs de forage, les certificats d'analyse, les rapports de métallurgie. Ce qui est le fun avec ces projets-là, c'est qu'on ne part pas de zéro. On part avec la notion la plus importante, c'est qu'on part avec, on sait où est-ce qu'elle est l'or. On sait, on connaît son enveloppe géométrique. On a donc une signature assez probante pour rapidement essayer de la répéter puis démontrer que ça peut être économique. La majorité des compagnies d'exploration, c'est pas ça. C'est qu'ils font une découverte, puis là, ben, ils ont toute la science locale à bâtir. C'est la grosse avantage d'opérer en Abitibi versus dans le Grand Nord. C'est que, généralement, quand tu fais une découverte ou tu essaies de faire un suivi sur des zones connues, ben, tu peux ancrer ta recherche sur ce qui a marché ailleurs et souvent ça t'aide. Fait que on a été assez chanceux. On a des projets où est-ce qu'on avait accès à toutes les données.
fallu nettoyer les bases de données, il fallait avoir un regard critique sur certains trous de forage, certaines analyses. Ma foi, mais c'est un travail qui vaut la peine d'être fait. Ça répond à votre question? OK. Oui? Au niveau du projet de Chaimo, c'est une ancienne mine qui a été restaurée par Cambiard dans les années 98. Est-ce que vous prenez le passif environnemental du site qui vient avec? Très bonne question. La question est, est-ce que on a assumé le passif environnemental de l'ancienne mine Chaimo de Cambiard? Je dois dire que Cambiard, quand il faisait quelque chose, il ne le faisait pas à moitié. Il minait bien, puis quand il faisait une restauration, il faisait une restauration bien. En fait, c'est un des rares projets qui a obtenu son certificat de libération du ministère de l'Environnement. Et c'est une chose qu'on savait, nous, quand on a déposé une offre pour le projet. Et d'autres devaient se dire, mon Dieu, je fais-tu un offre, je vais-tu acquérir un dégât environnemental? Ça donne que nous, on avait fait nos devoirs, puis on savait que le projet jouissait d'une libération totale environnementale. Le travail à Chaimo a été fait avec brio. Fait qu'on n'a pas de passif environnemental. On n'a pas un orphelin minier sur les bras. J'ai-tu bien répondu, madame? Oui. En pourcentage, quelles sont les chances que la mine Chaimo redémarre? Pourquoi tu me demandes ça de même? La question est, en pourcentage, quelles sont les chances qu'elle redémarre? La campagne de forage qu'on fait cette année se veut on veut tendre à démontrer qu'il y a suffisamment de potentiel pour que ça passe à l'autre niveau, c'est-à-dire une campagne beaucoup plus agressive, voire même, possiblement, arrêter de forer à partir de la surface, enlever le cap de béton qui a été mis sur le puits, dénoyer, réaccéder au niveau 300-400 et là, faire le forage, la balance du forage de délimitation à partir de cette terre. On n'en est pas là dans notre cheminement présentement. La campagne qu'on fait cette année, elle va explorer tant les extensions latérales qu'en profondeur. À un certain moment donné, ça va être un calcul de derrière d'enveloppe ou possiblement un réel calcul ou estimation de ressources modernes qui va faire ça, qui va dire, OK, là, vous en avez assez pour prendre la décision d'aller sous terre. Alors, vous dire qu'elle a 50 de chance d'aller en production ou 80 de chance d'aller en production, je ne suis pas capable de me répondre en termes de pourcentage. Je suis capable de vous dire que si on a du succès, si notre campagne mène à ce qu'on à délimiter des zones aurifères telles qu'on l'a designé, d'après moi, vers la fin de l'année, on va pouvoir avoir une bonne idée si on passe à la prochaine étape. À 100%. D'autres questions? Je l'ai dit dans un communiqué récemment, c'est une des rares fois dans ma carrière où est-ce que je me suis retrouvé dans une zone de confort vraiment agréable. C'est vraiment rough quand tu es un président d'une compagnie junior, premièrement, d'essayer de financer tes rêves, tes projets, surtout quand tu as une équipe qui a travaillé si fort et si bien à bâtir des campagnes aussi robustes et prometteuses que Gaétan et Ronald l'ont fait. Ça devient frustrant à un moment donné quand ça ne lève pas, parce que c'est pas de leur faute. Mais on a réussi à lever beaucoup d'argent. On a réussi à s'adjoindre des chaperons comme Agnico, JP Morgan, Sprott et compagnie. Ça devrait être l'année de Cartier 2018. Et puis, mais je dois vous dire que dans les derniers 2 mois, fiers de notre travail, on se pointe dans les salles de courtage, tu pars pour compter ton histoire. Puis là, les courtiers sont là et ils disent « Ouais, mais le cannabis,
puis les crypto-monnaies. Fait que là, tu sais, là, puis là, les deux bras te tombent, là, tu sais. Pendant 4 ans, c'était correct qu'ils ne veulent pas écouter ce que tu avais à dire en tant que président de Société Junior. L'or n'était pas la saveur du mois. Hein? Il y avait d'autres saveurs du mois. Mais là, enfin, l'or est la saveur du mois. Tu arrives là, puis ils ont l'attention là, d'une... Moi, quand je veux intéresser mon petit-fils, je sors des chocolats, toutes sortes d'affaires, il m'écoute. Mais non, ça ne marche pas avec eux autres. Là, ils sont rendus, ils sont braqués sur le cannabis et les crypto-monnaies. Ça prend une dose de calme. Faut que tu restes... faut que tu restes calme. Mais il y a une chose que on m'a appris, que je me suis appris moi-même, c'est quand tu travailles fort puis tu focuses sur un plan d'affaires puis une stratégie qui doit marcher, ben lâche pas, puis ça va finir par marcher. Tantôt, quand je vous ai conté un peu le plan d'affaires de Cartier, je ressors toujours l'exemple de Wayne Gretzky, puis une fameuse entrevue qu'il y a eu dans les années 80. C'est un commentateur sportif qui passe en entrevue Wayne Gretzky. Puis il dit à Wayne Gretzky, il dit, Monsieur Gretzky, il dit, pas vous offenser, mais vous n'êtes pas le plus vite, hein, vous n'êtes pas le plus fort, mais vous êtes loin d'être le top corner, là, mais il dit, don't argue with success, vous êtes le meilleur joueur de hockey au monde, qu'est-ce qui m'échappe? C'est quoi votre secret? Puis Wayne Gretzky, il répond, bon, c'est simple. Il dit, moi, je patine pas vers la rondelle. Moi, je patine vers où est-ce que je pense qu'elle va être. Hein? Et puis, c'est à peu près ça qu'on a fait. Nous, on a gamblé, on s'est dit, quand le marché va reprendre, on va être en faveur du monde si on a des projets qui ont de la viande. Il y a une deuxième partie de l'entrevue qu'on ne mentionne pas souvent. Il rajoute au commentateur sportif par la suite, il dit, vous savez, il dit, en plus, si je patinais vers la rondelle, étant donné que je ne suis pas le plus gros et le plus fort, ben, je me fais ramasser dans les bandes pas mal. Fait qu'il dit, il faut que je sois un petit peu plus wise que les autres. Je pense que c'est ça qui va faire la différence entre les compagnies minières et l'exploration d'aujourd'hui. C'est s'ils essayent de patiner vers où est-ce que la rondelle va être, plutôt que de patiner vers la rondelle. Fait que c'est drôle qu'un joueur de hockey réussisse à bien camper, en tout cas ma philosophie d'opération d'affaires, mais c'est carrément ça. Sur ça, merci de votre intérêt. Vous êtes déplacés en grand nombre. Si vous avez des questions, encore une fois, de courriel ou appelez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Alors, merci, M. Cloutier, pour cette belle présentation. Est-ce que tout le monde a signé la feuille de présence? Ce serait important. Et aussi, j'ai ici des attestations de présence pour ordre professionnel pour être fournies, ou bien tout simplement par courriel avec Robert. N'oubliez pas, il y a des revues gratuites à l'arrière sur la table. Puis, pour les prochaines conférences, ici à Amos, le 20 mars, ce sera donné par M. Valère Larouche de la mine Vesa. Et aussi, on va faire le 15 mars à la Sarre. Ça va être donné par M. Attila Pentek de Wallbridge sur le projet Fénélon. Et nous allons avoir aussi notre activité cabane à sucre le samedi 24 mars au refuge Pajot. Et n'oubliez pas, pour le PDC, le PIDAC, c'est Propère qui va s'occuper des vols cette année, puis je vous suggère, si vous voulez, pour prendre des billets, là, les billets s'envolent assez vite. Quoi de le dire? En passant, j'ai un dernier commentaire. Oui. Il y a 10 ans, on nous avait dit, à moi et M. Jean Descarreaux, qu'il fallait être basé à Toronto ou Montréal pour coter une compagnie en bourse puis qu'elle ait du succès. On les a fait mentir, puis on a coté la compagnie en bourse.
Cette année, M. Descarreaux est décédé. C'était un fondateur de quartier. Et au PDAC, M. Descarreaux va recevoir de façon posthume ce qu'on appelle le Lifetime Achievement Award. Et ça, c'est, en tout cas, je l'espère, c'est une porte d'entrée pour un jour le faire introniser dans le Temple de la renommée des mines, le Mining Hall of Fame du Canada. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, le mardi soir, à Toronto, lors du souper gala, M. Jean Descarreaux, Dr Descarreaux, va être remercié pour tous ses services dans l'industrie minière. C'est un très grand honneur pour quelqu'un qui vient d'ici. Et donc, comme à l'habitude, pour notre conférencier, nous offrons un polo ICM. Philippe, tu vas être beau comme moi avec ça. Et aussi, on remet un tableau par Marie-Josée. Viens, Marie-Josée, un peu. Marie-Josée Barry, qui est la conjointe de Robert. Merci. Fait que sur ce, merci beaucoup d'avoir assisté en si grand nombre, puis à la prochaine.